dossier, voilà, vous avez pu voir que ce soir était sous le signe d'une émission très spéciale. On va pas perdre de temps, on va directement donner la parole aux gens. Alors je voudrais avant tout vous remercier d'être venus. Et voilà, je sais que vous êtes venus dans un cadre bien particulier, donc voilà, je vais vous laisser vous présenter, si vous voulez bien. Ben, moi je me présente, je suis Mme Seba Mélaz, voilà, j'habite Lyon, je suis la maman de la jeune Seba Tina qui est décédée dans l'accident de Saint-Fond le 13 février 2007. Dans un accident de circulation suite à une course-poursuite avec la BAC de Lyon. Donc voilà, c'est vraiment une affaire qui a fait beaucoup parler, qui a fait beaucoup couler d'encre depuis cette date-là de ce décès. Et justement, on va en parler petit à petit justement pour expliquer un peu aux gens la cause et pourquoi vous venez. Donc on va peut-être commencer par un petit descriptif, comment s'était passé un peu l'histoire, le déroulement. Si vous pouvez nous présenter un peu Tina, votre fille, donc que vous avez perdue, si vous pouvez nous en parler un peu. Ben voilà, Tina était une jeune fille comme toutes les jeunes filles, elle avait 17 ans, elle préparait un CAP petite enfance, voilà, ce soir-là, c'était une fille très calme, très tranquille. Ce soir-là, elle avait rendez-vous avec son fiancé à 20h30 sur le boulevard des États. Et ben, sur ce fait, bon, il n'est pas venu et du coup, elle est restée avec sa copine Myriam. Et sur le chemin, elle a rencontré deux jeunes hommes du 8e qui lui ont proposé avec Myriam de monter et faire le boulevard des États-Unis pour essayer de trouver son fiancé. Voilà comment ça va faire. Une petite virée en ville, comme tout jeune. Voilà, comme ça peut arriver à n'importe quel adolescent et n'importe quelle personne aujourd'hui et à n'importe quelle famille, je tiens à le préciser. Voilà, on n'avait pas de problème perso, pas de soucis. Je travaillais, le papa travaillait aussi. Tina n'avait aucun problème avec la délinquance. Et voilà. Et aujourd'hui, justement, ben, j'enchaîne. Hein. Oui. Ça va faire 5 ans que ma fille est décédée. Bien sûr, j'ai porté plainte tout de suite. Et ce qui m'a fait, justement, je tiens à le préciser, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, que c'était pas un simple banal accident de la circulation. C'est quelques heures après, déjà pour commencer l'annonce, on est venu me chercher à la maison à 9h du matin en me disant « Madame, présentez-vous à l'hôtel de police ». Voilà, je me présente à l'hôtel de police. Donc à 10h du matin. C'est ça. Donc d'accord. Alors qu'on 1h30 d'attente pour m'annoncer comme ça, direct d'entrée. Voilà, vous êtes bien la maman de Seba Mélissa. Je leur dis oui, non, Tina. Mélissa était son deuxième prénom. Ben écoutez, voilà, votre fille est décédée. C'est-à-dire que comme ça, on vous annonçait... Direct, sans me ménager, sans rien du tout. Et de là, j'ai lancé un hurlement, un cri, et je n'arrivais pas à y croire. Je me suis dit, c'est pas possible. Je leur ai posé la question ensuite, parce que j'arrivais toujours pas à y croire, je me croyais dans un cauchemar. Je leur ai posé la question, elle est où ma fille? Ben, votre fille est à l'hôpital Édouard Herriot. J'étais sur le point de partir. Mais comme vous avez dit ça avec un ton... En plus, sec. Un ton sec, et à 3 reprises, une commandante de police a dit à ma fille, qui avait 15 ans à l'époque, oui, non, ta sœur est bien décédée. Voilà, sans rien. Et ce qui m'a un peu plus choquée aussi, c'est que j'étais sur le point de partir. Non, madame, attendez, il faut qu'on vous auditionne. D'accord. Je ne comprenais pas, je subissais comme un automate. Du coup, l'audition avait pour but, en fait, de connaître le planning de ma fille, la veille. Sur ce, j'arrive à l'hôpital Édouard Herriot, on me dit « Ah mais non, votre fille n'est pas décédée, madame. Qui c'est qui vous a dit que votre fille est décédée ?» Là, c'était à plus rien comprendre. D'accord, donc nous, voilà, on vous dit qu'elle est décédée, vous allez à l'hôpital, on vous dit qu'elle n'est pas décédée. Alors déjà, l'ascenseur émotif que vous avez dû recevoir, il devait être assez conséquent. Voilà. Ensuite, on me fait une demande si c'était quelques heures après l'hôpital Édouard Herriot, je le dis bien, parce qu'elle est bien décédée à l'hôpital Édouard Herriot, me demande si j'étais d'accord pour un don d'organes. Alors de là, moi en étant aide-soignante, 26 ans de métier, je leur ai demandé s'il y avait un obstacle médico-légal. Ah non, madame, pas d'obstacle médico-légal, vu qu'on connaît les causes de la mort de votre fille, on a toutes les sérologies, toutes les prises de sang, il n'y a pas de souci. Du coup, en quelques secondes, je me suis mis à la place d'une famille, je me suis dit là où elle va, elle n'en a plus besoin. J'ai fait un don d'organes et j'ai accepté le don d'organes vitaux, c'est-à-dire le cœur, le foie, le pancréas et le rein. Ensuite, de là, on me dit, on vous rendra le corps jeudi, madame. Et le jeudi, j'attends. Ah ben non, réquisition d'autopsie. En dernière minute, décaler les funérailles. La réquisition d'autopsie avait pour but d'avoir, comme j'avais porté plainte entre-temps,
de savoir si ma fille avait de l'alcool et du cannabis. D'accord, toxicologie, examen. Les résultats toxicologiques, exactement, avec double contrôle pour ma fille, je tiens à le préciser, malgré qu'il y avait toute une série d'examens faits pour le don d'organes. Ben non, il fallait savoir si ma fille avait peut-être consommé des substances illicites quelques mois avant, aller le plus loin possible, quoi. Oui, mais ça, de toute façon, c'est vrai que la police, là-dessus, ça fait un peu penser à l'affaire du boulevard Vincent Auriol, où il y a un immeuble qui brûle avec des gens en situation irrégulière, et il y a des familles qui viennent de perdre des proches à eux, et que les policiers qui est arrivé sur les lieux à ce moment-là, et qui, au lieu de les consoler, de compatir avec leur peine, qui leur avait directement demandé s'ils étaient en situation régulière en France. Donc on voit déjà un peu que quand même l'administration, le service public, la police française, ils ont un relationnel assez limité quand même avec les gens. Et avant justement d'aborder justement ces questions-là, je voulais savoir d'où pour vous est venue la notion un peu qu'il y avait peut-être anguille sous roche dans cette affaire-là. À quel moment est-ce que vous avez des premiers soupçons qui sont éveillés? Alors, les premiers soupçons, justement, je remercierai jamais assez le procureur de la République de l'époque, quelques heures après, qui se permet de faire une conférence de presse et qui dit sur toutes les chaînes de télévision, malheureusement, 4 jeunes qui avaient beaucoup bu et fumé. Et c'est là que j'ai percuté, je me suis dit non. Sinon, j'aurais pas en fait vraiment compris. Et c'est là que je me suis dit, chacun connaît ses enfants, ma fille ne buvait pas, ne fumait pas. Et c'est comme ça que j'ai compris en fait que quelque chose n'allait pas. C'est cette conférence de presse, cette audition tout de suite sur le champ, je vois pas où était l'urgence de m'auditionner puisque ma fille était mourante. Le papa, Monsieur Lamartine, à aucun moment n'a été auditionné, on l'a complètement oublié, c'est comme s'il n'existait pas. Et de là, j'ai commencé à comprendre. Cette réquisition d'autopsie en dernière minute, je me suis dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas et c'est là que j'ai commencé à faire mon enquête. C'est-à-dire j'ai porté plainte auprès d'un avocat et là j'ai commencé à faire mon enquête, mais bien sûr personne ne faisait attention à nous, c'est-à-dire aucune convocation du parquet, aucune convocation de la police, ni rien. C'est-à-dire on a fait, je le dis, je le répète, on a fait ce qu'on voulait du corps de ma fille. Du lundi dans la nuit jusqu'au vendredi où on me l'a rendu, où on l'a disséqué à 2 reprises. On en a fait de la boucherie, on en a fait ce qu'on voulait. Et après, on m'a jeté le corps en disant « Madame, démerdez-vous avec le corps de votre fille ». Et ça, je ne pourrais jamais l'accepter. Et ensuite, j'entends classement sans suite. C'est intolérable de savoir qu'il y a mort d'homme. Ma fille n'a rien fait, elle n'a pas volé. Les résultats toxicologiques sont arrivés 4 mois après au parquet. Moi, bien sûr, je faisais totalement confiance. Pas d'alcool sur 6 mois et pas de cannabis sur 20 mois. Pas de grossesse, parce qu'il avait demandé aussi de regarder si jamais il y avait une grossesse. Rien du tout, tout était négatif. Et malgré tout cela, il me dit « Ah ben non, nous c'est un classement sans suite, madame, désolée. » Accident de la route. Un banal accident de la circulation. De là, je commence à me poser des questions. J'avais commencé à avoir un avocat et j'ai commencé à avoir certaines dépositions. Auprès de mon avocat et je commençais à lire certains procès-verbaux et là j'hallucinais, je me suis dit mais c'est pas possible. Alors ma fille, je le répète, sur la scène de l'accident, elle n'est jamais au même endroit. Un coup elle est dans le coffre, dans un choc frontal. Moi je voudrais qu'on m'explique comment on peut dans un choc frontal, elle part à l'avant, elle tape plusieurs heures, elle déplace elle décolle le pare-brise et puis tiens, si je redécidais d'aller me coucher dans le coffre, je fais un peu d'humour parce qu'il vaut mieux pour pouvoir continuer ce combat que je mène depuis 5 ans. Parce qu'ils ont dit qu'elle avait fini dans le coffre. Ah oui, elle avait fini dans le coffre, on me l'a déplacée, alors un seul policier a pris ma fille sous les aisselles pour la déposer quelques mètres plus loin. Le problème, il est que ma fille, je sais encore lire, et puis j'ai décortiqué le rapport d'autopsie. Alors, elle avait plusieurs fractures pariétales, occipitales, frontales, cage thoracique enfoncée, col du fémur, fracture du faciès, le nez, les lèvres, enfin tout, il n'y avait plus rien. Alors, je vois pas comment elle aurait pu terminer sa course en tapant plusieurs heures à l'avant, décollée par brise, et elle retourne se coucher dans un coffre tranquillement, en attendant. Là, ça tient pas une seule seconde debout. Dans un choc frontal, c'est pas possible. Et tout a commencé là. Et moi, ce que je souhaite aujourd'hui, depuis 5 ans où je me bats, c'est qu'on rende sa dignité à ma fille. Et je veux savoir qui était au volant de ce véhicule. Puisque